Bonjour Laurent Glosy, c'est Mike Aldébaran. Comment vas-tu? Salut Mike, ça va Oui. très bien, merci. Alors on va parler un petit peu de ton parcours, de comment tu es venu à t'intéresser justement à l'histoire, à la mythologie, beaucoup de choses. Donc parle-nous un petit peu de tes débuts. Alors les débuts, hein, c'est en termes de littérature, c'est 2006, la Mhm, parution donc, d'un livre qui s'appelle Le mystère de la race des géants, la lumière du créationnisme. mhm. Ce livre donc sera republié, je dirais, amélioré par rapport à des recherches que j'ai faites 7-8 ans après, donc en 2014, sous le titre Le livre est 3 fois plus gros, hein. Mhm. Donc ça n'a rien à voir avec le premier. C'est Les géants et l'Atlantide, révélation de l'archéologie interdite. Il y a beaucoup d'images et tout ça aussi. Alors, il y a Voilà, 70 pages en couleur, c'est ça. 300 pages d'écriture, bon voilà. Et le but de mon travail, c'est d'expliquer différents phénomènes que l'on explique malheureusement par les erreurs de l'ésotérisme, de les expliquer par les pères de l'Église catholique. Mhm. Donc là, le cas échéant, ce sont les géants de l'Atlantide. Le deuxième livre qui est paru, c'est sur les extraterrestres Oui, qui n'existent pas. extraterrestre, spécialisé du New Age, Voilà. 2010. Euh, le livre est paru en 2009-2010, oui, c'est 2009-2010, ça. ouais. Et donc j'explique le phénomène ovni. Mhm. Par rapport à la démonologie, donc C'est toujours ça. par rapport à l'écriture des pères de l'Église. Et puis après, il y a différents livres qui paraissent. Il y a des atlas de Oui, géopolitique, il y a 800 pages d'atlas de géopolitique. Il y a un petit livre qui est un résumé de ce qu'ont vécu les jésuites et les missionnaires en Chine, mhm. sur le cannibalisme Oui, de la Chine d'avant Mao. c'est Chine, l'empire de la barbarie. Voilà, oui. Il y a aussi un excellent livre, j'ai dit excellent parce que malheureusement c'est pas celui qui est le plus lu alors que c'est un des livres les plus surprenants Mhm. qui s'appelle Karl Weiger. Oui, Karl Weiger, le le maire maire rebelle, de la Vienne c'est impériale. ça. Alors c'est un livre qui, comme on est dans l'actualité des Gilets jaunes et qui plairait aux Gilets jaunes parce que c'est un maire qui est, bon il faut le dire, ni franc-maçon, ni pédophile, ni juif. Mhm. Euh, et qui renonce par exemple à la moitié de son salaire. Donc on est dans les années, donc je précise tout de suite, c'est 1895 et Mhm. 1910. Et c'est resté 100 ans après sa mort le maire le plus populaire de Vienne. Donc il est tellement populaire que la classe politique, talmudisée, Mhm. tout ce qu'on veut, en juillet 2012, ont débaptisé la dernière avenue qui portait son nom à Vienne. D'accord. C'est un type incroyable qui a refusé les soins d'un médecin parce qu'il trouvait que c'était trop cher C'est ça. pour la ville de Vienne, qui refuse donc la moitié de son salaire, et qui fait les premières plages au bord du Danube. Alors on surine avec Paris plage, qui serait plutôt, je dirais, Paris dépravé, pour Mhm. tout ce qu'on. Enfin, bref. Et lui a tout fait, par exemple, pour les étudiants. Enfin, c'est un maire avant-gardiste euh, pour Qui a beaucoup de beaucoup aidé choses. pour son peuple, pour Oui, sa ville. et pour l'écologie. Pour l'écologie, c'est lui véritablement qui a redessiné Vienne pour lui donner l'aspect actuel qui existe. Bon, il faut savoir par exemple que Vienne. Il y avait une extrême pauvreté en plus à Voilà, l'époque. oui, mais justement, c'est ce que j'allais te C'est ça. dire. La moitié des enfants qui naissaient, Mhm. naissaient dans des familles, dans de parents qui n'étaient pas mariés. Mhm. Donc c'est un signe, on va dire, d'instabilité, stabilité familiale, donc de pauvreté. Et il y a des clichés, par exemple, que Louis donne, qui n'est pas du tout le cliché de la Vienne Mhm. qu'on leur donne sur la Vienne de Sissi. Bien au contraire, ce sont des ouvriers entassés, euh, bon, des ouvriers exploités par qui on sait, il y a pas Mhm. là aussi, puisque euh, Vienne est complètement entre les mains des talmudisés Mhm. qui viennent de ce qu'appelle Lueger de Budapest. Mhm. Ouais. Euh, donc il y a véritablement deux Viennes. Il y a la Vienne des banquiers et puis la Vienne qui souffre, véritablement celle du peuple, qui à l'heure actuelle n'est pas la plus vendable, donc c'est la plus commercialisable. Donc c'est
on ne la vante pas, mais c'est quand même la plus réelle. Ben, il y avait une extrême pauvreté et une extrême richesse, en fait, à Vienne. Oui, oui, Parce oui, qu'il y il y avait a les une richesse, royaux, il y il y avait avait tout tout ça, bien entendu. Gainsbourg, Oui, 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 tout oui. ça. Oui, oui. On est encore dans l'Europe C'est ça. catholique, mais quand même un empire qui s'essouffle. C'est ça. Pour revenir à l'extraterrestre messager du New Age, tu vas à l'encontre justement de Von Daniken, de Charroux et de certaines théories justement qui mettent en avant le côté extraterrestre. Et toi justement, tu mets en avant que au contraire ce serait presque les intras, ce sont des démons en fait. À la fois ce sont des démons et à la fois le complexe militaro-industriel a utilisé peut-être ces démons pour récupérer technologie. Oui, tout à fait, hein. Bon, ça, c'est pas une chose qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y a des entités, ce qu'on appelle interdimensionnelles, ou des entités de l'enfer, hein, parce que là aussi, il faut retourner dans la Kabbale. Ce livre, en fait, pour faire très bref, ce livre explique que la culture extraterrestre qu'on a essayé d'implanter est une culture qui sert à nier l'enfer et à, je dirais, à kabbaliser les esprits. Donc il s'agit de rien de nouveau. Et comme par hasard, tous les noms, hein, Astarté, Oui, Semjaz, Ashtar, sont des noms les de Anunnakis, sont des noms de démons, c'est ça. tout à fait par hasard. Voilà, oui. Euh, donc ça, c'est un aspect. Charroux effectivement, Charroux commet différentes erreurs, hein, c'est-à-dire qu'il y a une observation, il va jusqu'à imaginer qu'il peut y avoir deux lunes. Alors voilà le genre de... On rejoint Herbigger. On rejoint la théorie d'Herbigger de Oui, placer la coscomanie. mais c'est assez dangereux parce qu'on n'est plus dans une logique de la Terre, création du miracle. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de quelque chose d'un peu fumeux. On s'éloigne par exemple des travaux de Saint-Hildegarde au XIIe siècle qui a des visions très précises sur la cosmologie, sur la création de la Terre. Et en plus, quand on voit la distance Lune-Terre, si par exemple elle s'éloigne ou si on la rapproche un peu, dans un premier temps, les océans seraient inertes. Dans un second cas, les océans seraient défaits. Hein. Donc la vie ne serait pas possible. Donc on voit bien que tout est bien précis. Donc, il y a un thème là qui permet de comprendre tout ça, c'est celui de la Terre plate. Hein. Oui. Bon, ça nous amènerait un peu loin peut-être d'en parler maintenant, mais voilà un thème. C'est l'Agartha, aussi le thème de l'amiral Byrd. Oui, 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 qui est tout à très fait, intéressant, tout à fait, oui. ce qu'il a vu. Oui, 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 avec le pôle Sud, tout à fait. Ça. Mais en tout cas, il y a des spéculations avec Charroux ou autres, qui sont des spéculations qui sont kabbalistes, malheureusement, et il n'y a rien de plus faux que la Kabbale, rien de plus faux que les interprétations des rabbins après le Christ. Il faut revenir véritablement à une interprétation catholique. Jacques Vallée avait parlé en premier, en 69, de son livre Passeporte Magonia, qui a été très injustement traduit sous Chroniques des apparitions extraterrestres, alors qu'il était contre le phénomène extraterrestre. Il était vu comme des bunkers d'ailleurs, et qui justement a mis en avant que ce sont sans doute des démons. Quoi. Il parle par exemple de Goethe, Oui, quand oui, il avait oui, 16 oui, ans, oui. qui voit un symposium. Tout à fait. Qui voit une soucoupe volante. Il est fatigué, il y a toute une histoire comme ça, oui. Que je mentionne au début de mon livre. Voilà, tu le mentionnes exactement. Où en fait, il voit une sorte de carrousel de lumière. Oui. Quand il est allé à Leipzig. Oui, parce qu'en fait, à Leipzig, oui. En fait, le phénomène OVNI il a toujours été là, plus ou moins. A toujours existé, hein, depuis même l'Égypte, parce qu'on voit des phénomènes inexpliqués dans le ciel, mais on ne voit pas des soucoupes volantes. La première soucoupe volante apparaît en 1947. C'est ça. Alors, création de la CIA. Création de la CIA, curieusement. Création aussi du Tavistock Institute, qui est un centre, on va dire, d'études des masses, où on retrouve un certain juif psychologue qui fait la musique des Beatles. C'est même lui qui dit que les Beatles ne savaient absolument pas jouer de la musique. Où a été formé aussi, juste avant ça, c'était le Tavistock Institute en gestation, où il a été formé Adolf Hitler.
qu'est-ce qu'on retrouve en fait au Stavistic Institute? En fait, beaucoup de choses comme ça qui permet effectivement de manipuler les masses. Mhm. Donc 47, c'est ça aussi. 47, c'est également l'accident au Texas de cette soucoupe volante. Mhm. Euh, donc De Roswell. de Roswell, Ouais, c'est voilà, ça. le nom m'échappait. Mhm. Et donc c'est une année charnière, en tout cas 47, pour l'histoire C'est des... Kenneth Arnold le 24 juin 47, enfin, les Kenneth débuts. Arnold, C'est voilà, ça. oui, qui voit 7 soucoupes volantes dans le ciel, qui ressemblent aux ailes Mhm. qui ont été fabriquées dans l'Allemagne du Führer. Ouais. Ben, il y avait les frères Horton, tout ça, qui avaient travaillé Ouais. là-dessus. Et puis toutes les par rapport au vril, ce qu'on appelle le vril et tout ça. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le phénomène, par exemple, il y a la vague de 1897 qui est très intéressante, les airships, où en fait le phénomène, enfin les néons, s'adapte à notre psyché, s'adapte Oui, au fur et à mesure des siècles, il s'adapte en fait oui, à nos désirs, à c'est nos ça. vues, alors que on voit que l'aéronef ne peut pas marcher. Enfin, on Oui, analyse scientifiquement. c'est ce que j'appelle un bis repetita du Jardin de l'Éden, où cette science qui pourrait venir des démons, hein, que j'explique par rapport aux crop circles, précède toujours de peu la science du moment, Mais ça, la science contemporaine. exactement, c'est ça. Voilà. Alors, Ils concernant les... agissent sur notre psyché, quoi, pour le coup. Tout à On fait, rejoint Jung. tout à fait, tout à fait. Carl Gustav Jung. Ouais, c'est ça. Donc, concernant les crop circles, donc on y retrouve pareil avec pour les soucoupes volantes, on y retrouve les Rockefeller. Mhm. Hein. C'est tout à fait intéressant de voir que les crop circles, donc ce sont des dessins dans les champs Mhm. qui représentent soit des formules mathématiques, des notes de musique ou autre, enfin des choses très complexes, Mhm. sont, on va dire, toujours, en tout cas dans plus de 95% des cas, sur des terrains militaires. Mhm. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et ensuite, chose tout à fait intéressante, ça il faut le mentionner, c'est que c'était Madame Galbraith qui était l'épouse de l'ambassadeur américain à Paris dans les années 80. Ça c'est mentionné par le général Letty qui a étudié le phénomène OVNI. Hein. Euh, Madame Galbraith, donc, qui est l'épouse de l'ambassadeur américain à Paris, est financée par les Rockefeller Mhm. pour faire une enquête sur les scientifiques qui font des recherches sur les ovnis dans le monde. Tout à fait intéressant d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'on peut aussi mentionner, il y avait Eric Zucker aussi, je ne sais pas si tu connais, et Jean Sider, qui avait aussi développé ce Oui, thème-là, oui, justement du parallèle entre les élémentaux et les fairy rings et le phénomène justement des crop circles. Jean Sider Euh, parle Jean effectivement, fait Sider, un rapprochement avec la démonologie c'est et ça. les ovnis. Oui. Et Eric Zucker aussi. Ouais. D'accord. On va parler aussi de ton livre sur les Illuminati de l'industrie rock à Walt Disney. Oui, Tu parles justement, on parle du phénomène de contrôle, il y a MK Ultra, oui, de ce genre de choses. Tu peux nous parler un petit peu, il y avait aussi en parallèle avec John Todd, qui était un impresario voilà, de maison de disques. qui a été, euh, qui a été assassiné, hein, effectivement, et lui, John Todd, a une similarité avec le plus grand rappeur américain, DMX, DMX, ouais. et aussi le troisième de l'église de Satan, Ben Ezekiel. Mhm. Donc il s'agit de personnalités. Le premier rappeur américain, c'est pas le deuxième, c'est le premier. Le troisième de l'église de Satan, qui est au-dessus de la maçonnerie, qui se convertit, d'ailleurs, qui devient chrétien. Tous ces Comme gens-là, Bill d'ailleurs. Schnavelon Bill Schnevelin, aussi. oui. Donc les trois disent effectivement que les Rockefeller sont derrière, que les fameux je sais pas, musiciens, on va dire, n'ont pas un grand talent, et qu'ils écrivent sous la dictée de Satan. Les projets d'Ultra, Rainman aussi, tous ces Voilà, gens. donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure à C'est ça. propos euh, d'Adorno, hein, qui est un Mhm. psychologue juif donc, du Tavistock Institute et qui crée une musique spéciale, hein, pour les Beatles, Mhm. dont il dit qu'ils ne connaissent rien à la musique. Alors ça, c'est relayé effectivement par John Todd, et notamment par des gens qui sont assassinés. Hein. Mhm. Il y a
il y a plusieurs personnes comme ça qui ont étudié ces événements, ces phénomènes, pour y avoir participé. C'est le cas aussi de David Bowie qui disait que le rock, de par sa musicalité, est complètement satanique. Et d'autres groupes aussi, Tupac avait écrit Killuminati à Oui, l'époque, tu vois, au Public Enemy, d'autres groupes. Tupac qui a été assassiné dans Était- un faux guet-apens, quelque chose comme ça. Enfin, bon, voilà. Et il y a aussi le père Régine Bald qu'il faut citer, puisqu'il a été le premier à étudier la musique rock avec le MK Ultra, avec le contrôle mental. Et le père Régine Bald a été aussi assassiné. Mhm. Mais de toute façon, quand on regarde la musique rock, c'est assez intéressant parce qu'on ne voit aucun musicien de ce genre de musique aller à l'encontre du conventionnel. Donc on voit bien que tout ça, ce sont des gens qui appartiennent au système et ils sont dénoncés par des gens qui ont appartenu au système pour l'avoir fabriqué et qui en sont sortis. DMX, lui, a véritablement fait des shows à l'américaine, des conférences, on va dire, à l'américaine expliquant Surtout en psychiatrie, ouais. On l'a mis en psychiatrie, quoi. voilà, dans le pénitencier de l'Arizona, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ben, on laisse parler, et ensuite, quand il parle dans un mauvais sens, on le baïonne et on le met en prison, on le tue, ou en psychiatrie. Tout à Il y a fait, le choix. c'est... Il y a le choix. Oui, oui, bon, c'est toujours le même procédé, C'est hein, procédé. c'est procédé de mise en silence, puisque le peuple ne doit pas savoir, le peuple doit être abruti entre Darwin, des fausses musicalités. D'ailleurs, c'est assez intéressant, là je fais une parenthèse, je connais une personne qui avait fait l'essai suivant, c'était pour débarrasser de l'imprégnation à la musique rock. Et cette personne a écouté les extases, les chants extatiques de Saint-Hildegarde, et en, je dirais, même pas quelques jours, elle s'est complètement défait du rock. D'accord. Donc on voit bien que le rock est une pollution de l'esprit. C'est ce qu'explique aussi un chirurgien du cerveau, le docteur Nguyen, et qui, dans ses livres, Le cerveau reptilien ou des choses comme ça, démontre qu'effectivement les deux lobes du cerveau ne peuvent pas fonctionner avec cette musique de tam-tam améliorée. En fait, c'est une forme de musique, on va dire, sauvage, ni plus ni moins, qui reprend les bacchanales, en fait. Ni plus ni moins. Alors là, on va parler de ton livre Les Géants et l'Atlantide, où tu parles justement aussi de personnes qui ne sont pas spécialement mises en avant, comme Fernand Combette, qui est sous-estimé beaucoup pour ses recherches, et aussi le père jésuite allemand Athanas Kircher, qui était le premier à avoir fait des recherches sur les géants, qui collectait même, donc là on est en 1600, 1630, il avait parlé 29 langues. Donc tu peux nous parler un peu de ce livre-là et des approches que tu as eues Alors, par rapport aux géants et l'Atlantide. Les gens à l'Atlantide, c'est un livre qui n'est absolument pas, qui ne s'appuie pas du tout sur l'ésotérisme, mais sur quelque chose de carré. C'est-à-dire que je m'appuie sur les recherches de pères de l'Église d'il y a 300 ans, ou de scientifiques, comme Frédéric Soddy, prix Nobel de chimie. Donc là, on a affaire à un universitaire et un prix Nobel. Prix Nobel de chimie, donc américain, en 1921. Et il dit que l'Atlantide a existé, d'une part, et d'autre part, que cette civilisation est supérieure à la nôtre. Donc on est en plein dans... ce livre, en fait, est un démontage des mensonges évolutionnistes, des mensonges de Darwin. Et on explique, par exemple, que les grottes ne sont absolument pas des refuges pour les hommes préhistoriques qui n'ont jamais existé. Et d'ailleurs, je m'appuie sur des recherches de scientifiques du CNRS, entre autres, qui expliquent que les grottes, les dessins d'art pariétal ne sont jamais à l'entrée d'une grotte, mais au fond, dans des endroits inaccessibles et complètement obscurs. C'est ça. En Chine, ailleurs, on a découvert que à l'époque des grottes, à l'époque des géants aussi, on connaissait une lumière qui ne dégageait pas donc de carbone. Une
lumière à faisceau ou autre. Donc on peut penser que ces hommes préhistoriques ont utilisé une source de lumière non polluante. Et il faut aussi reprendre, puisqu'on est à côté de l'Ariège, hein, les travaux de Jean Clotte, qui était un préhistorien, donc ariégeois, tout à fait conventionnel, et qui explique que 5% de l'art pariétal ne serait pas reproduisible. Donc c'est ce qu'on retrouve aux grottes de Lascaux. Aux grottes de Lascaux, d'ailleurs, il y a une chose tout à fait intéressante. En 1960, le père Glory, Glory, donc étudie les grottes de Lascaux. Donc on pense qu'effectivement il a une compréhension du monde qui n'est pas évolutionniste, mais une compréhension, on dirait, anti-darwiniste, créationniste, si on veut. Intelligent design, comme on dit aussi. Ça, c'est encore autre chose. C'est entre les deux, quelquefois. Mais en 1960, donc, le père Glory dessine l'intérieur de la grotte. Et il a un premier accident donc, de voiture. Il y a 6 mois de convalescence. Et il a un second accident ensuite, peu après, où il meurt. Sa maison est vandalisée, les croquis sont pris, mais on ne prend rien d'autre. Il y a beaucoup de cas comme ça. Le père Crespi. Le père Crespi, oui, tu vois, j'allais l'oublier. La Cueva de los Tallos. Très intéressant, où est impliqué Armstrong, qui aurait été soi-disant sur la Lune, et Stan Hall, chercheur en Atlantide. Oui. Qui est sorti. Alors ça c'est intéressant. On est dans les années 1960. L'abbé Crespi donc est un missionnaire italien qui est en Équateur. Et les Indiens lui donnent, lui transmettent le secret ou lui révèlent des cavités mayas dans lesquelles, donc sur des kilomètres, il y a des kilomètres de souterrain, il y a des plaques en or qui représentent donc des Incas en train d'opérer, de faire des opérations du cerveau, d'observer la Lune, ou enfin du moins les astres, et de monter des dinosaures. Donc ça va tout à fait dans le sens des hommes qui ont connu les dinosaures, comme l'atteste, je fais une parenthèse très rapide, les recherches du docteur Marie Schweitzer, qui voit par rapport au T-Rex, qui voit aux États-Unis, au Montana, des squelettes de dinosaures avec le tissu veineux qui n'est pas tout à fait décomposé, et pas dans les glaces. Ou alors un chalutier japonais en 1974 qui dans ses filets prend un plésiosaure, c'est-à-dire un dinosaure marin qui n'est absolument pas décomposé, ou très peu en tout cas. Et le Japon en sort même un timbre. Donc en fait voilà, je ferme la parenthèse, je reviens au père Crespi. Et lui donc trouve des plaques comme ça, ces plaques en or, donc il les entrepose dans son église. Là arrivent les premiers problèmes, les plaques sont volées, l'église prend feu. Et en 1974, donc une dizaine d'années après, les Américains, avec Armstrong... Il y a Morix aussi d'abord. Moritz fait une petite expédition. Il est soutenu par le président équatorien. Au début, il est lâché. Mais après, il est lâché. Et ensuite, en secret, il y a l'expédition faite par l'armée. Voilà. Avec alors là, c'est Armstrong et Stan Hall. Armstrong, donc, c'est l'homme qui n'a jamais été sur la Lune. Qui fait partie du Bohemian Grove. Qui fait partie du groupe sataniste, le Bohemian Club, oui. Et donc, les deux chapeautent une expédition qui va durer une année avec des militaires, ça c'est quand même fort, des militaires américains, militaires équatoriens, pour la plus longue et la plus coûteuse expédition spéléologique. Donc, et quand ils reviennent, ils disent, bon ça c'est le gros mensonge, on n'a rien trouvé sauf quelques plantes qui n'étaient pas classifiées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'Armstrong est du sérail, on va dire, de la supramaçonnerie, de l'élite satanique qui dirige le monde, tout simplement. Que cette élite, qui est chapeautée par les Rockefeller, connaît très bien les secrets de notre monde, de notre histoire, et pendant qu'ils servent, on va dire, les mensonges de l'évolutionnisme, la musique rock, tout ce qui sert à abrutir les gens, eux, en arrière-plan, font ce travail effectivement de recherche, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec Madame Galbraith, la femme de l'ambassadeur américain à Paris, qui est financée par les Rockefeller pour faire des recherches sur les scientifiques qui s'intéressent aux ovnis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'intéressent
dont on n'entend jamais parler. Bien sûr. Les recherches sont captées, sont détournées par exemple, mais ne vont jamais à des fins utiles, réellement utiles, ou ne servent jamais pour la connaissance du peuple. Le peuple doit être rendu abruti. C'est ça. Mais Stan Hall, justement, avait révélé après dans Tales Down from Eden to Atlantis que l'Atlantide était réelle. Enfin, après, il le dit dans ses livres, en tout cas. Par la L'Atlantide est bien suite. réelle, oui, bon, Par la Platon suite. est le premier qui Le en Crétéas, parle. ouais, par rapport au Crétéas. Donc l'Atlantide est bien une chose réelle. Fernand Combette en parle. Les Açores qui sont un reliquat de l'Atlantide. On retrouve donc au fond l'Atlantide entre l'Amérique, on va dire, et l'Europe. Et on retrouve à cet endroit-là les mêmes constructions pyramidales que l'on trouve chez les Aztèques. Voilà. En Illinois, en Bosnie, Tout à fait, tout à fait. les Tout à pyramides de fait. l'Illinois. Il y a pas mal de. Ouais. Mais ces recherches-là aussi avaient été faites par Lannon Herbeux en son temps. Ça, je l'ignorais qu'il avait fait Ouais. des recherches là-dessus. Ah, ils ont fait beaucoup de recherches un peu partout. Ouais. Dans ce domaine-là, je l'ignorais. Ils ont fait des Je ne recherches. savais pas. Ensuite, oui, il y a aussi le cas de Cécilia Masson et la Vallée des Merveilles. Emilia Masson. Emilia, pardon. Alors, Emilia Masson, c'est un peu spécial. Oui, c'est la spécialiste au monde de ce qu'on appelle la proto-écriture, de l'écriture préhistorique. Et donc, elle a été invitée dans les années 90 par le franc-maçon, enfin, je pense qu'il est franc-maçon, en tout cas, il a une légion d'honneur, de Lumley. Ouais. De Lumley qui prend la suite. Donc, je parlais du père de Glory qui avait été mort après 2 accidents de voiture. Et donc, de Lumley, lui, c'est lui qui chapeaute les travaux, comme par hasard, de la grotte de Lascaux. Donc, de Lumley dans la vallée des Merveilles, là, dans l'arrière-pays de Nice, il l'invite pour des conférences, ou du moins une. Et donc, elle hésite à y aller parce qu'elle donne des conférences dans le monde entier. Aller à Nice, c'est pas bon. Elle hésite et elle y va, voilà. Et ensuite, il y a une visite du site archéologique où elle voit la montagne qui a été taillée en adoration d'un dieu. Elle observe par terre des pierres qui représentent les constellations. Donc elle, ça fait 30 minutes qu'elle est là. De Lumley, ça fait, je dirais, 30 ans. Et donc de Lumley s'oppose effectivement à son interprétation. L'histoire est que cette spécialiste au monde de proto-écriture n'exercera plus. Elle sera boycottée, de la loi du silence ou de l'édredon. Et elle a la chance de faire la connaissance d'un gendarme qui a fait des études d'archéologie. C'est assez rare pour être remarqué. Et donc elle lui demande de faire des rondes ou des choses comme ça, de surveiller le site, parce qu'il y a de l'art pariétal de grande qualité. Et un jour, donc, ce gendarme entend du bruit et se rend compte qu'il y a des forçats ou je ne sais quoi qui sont là pour détruire l'art pariétal. Et l'affaire a été jugée. Le lien, en revanche, avec de Lumley, certainement, bon, voilà, un frère à la truelle, on va dire, légion d'honneur, le lien n'a jamais été prouvé. Mais ils font souvent ça, les évolutionnistes, ou c'est créer des faux aussi, comme Lucie, comme l'homme de Piltdown. Des Brasca. Voilà, de c'est une habitude, soit on casse, soit on camoufle. C'est exactement ça. Il y a des squelettes de géants qui existent aux États-Unis, qui font plus de 3 mètres. Mais en Sardaigne, par exemple, les Sardes savent très bien que les tombeaux qu'il y a sont des tombeaux de géants. Et ça, c'est mentionné en 1954 par le journal Le Monde, le Figaro, pardon, le Figaro. Le journal La Croix parle aussi de l'armée française dans la bataille du Maroc. Voilà, la bataille du Rif. Et chaque fois, bon, ce sont des journaux, on va dire, qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'auraient pas reproduit cette actualité-là, mais on a tout fait pour détruire ces vestiges. C'est très intéressant l'histoire du Rif. C'est l'armée française qui a capturé en 1924 des géants, des
des blonds géants qui parlaient une langue inconnue. Voilà, Peut-être Atlante. c'est ce qu'on Justement. pense. C'est ce qu'on Ouais. pense, oui, c'est ça. C'est très intéressant. Et on retrouve un peu justement tout ce qui est ce qu'on appelle les grands blonds finalement peut-être. Les grands blonds par Adamski qui sont peut-être un parallèle Adamski, c'est pas, lié à des démons. c'est pas mais mon qui sont- truc. Hein. Non, non, mais je C'est sais. pas ma tasse de thé. Je Hein. sais, oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il a vu vraiment quelque chose. Quoi. À des niveaux, tu vois. Moi, écoute, pour ce qui est des choses concises, euh, concernant l'Atlantide ou autre, je, bon, là-dessus, hein, je n'ai pas fait de pêche miraculeuse avec des grands blonds. Voilà. Blavatsky les a fait à l'époque, peut-être. Non, mais Blavatsky, tout ça, je laisse de sais, côté. je sais, ouais. Mais tu en parles un tout petit peu. Mais j'en Parce parle qu'il faut en parler. pour dire, voilà, je mentionne pour dire que j'ai lu ça. C'est ça, Mais je privilégie les bien sûr. pères de l'Église. Blavatsky, c'est une femme qui était quand même au fondement du satanisme dans le monde. Bah, C'est tous à, ces travaux ont été repris. c'est à partir d'elle Volontairement, quoi. c'est à partir d'elle qu'a été fondée, par exemple, avec Len Bailey, Alice Bailey. la Lucifer, La Lucifer Trust, ouais. la Lucifer Trust. Voilà. Donc on est en plein dans le Et satanisme. on rejoint Parsons, on rejoint Guggenheim et tout ça après par la suite. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement ça. On rejoint les programmes, les black programmes. Enfin, il y a toute une logique en fait derrière tout ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a toute une Bien logique. sûr, mais d'ailleurs, tu parles de Parsons. Parsons, hein, c'est exactement cette histoire-là, qui était sataniste, qui fait ses ébats amoureux avec sa mère, dont on dit qu'il est au centre du programme spatial, c'est lui qui travaillait pour les carburants, C'est ça. donc dans le cas de la NASA. Et quand il est mort, où est-ce qu'il a été assassiné? Parce qu'il espionnait aussi pour le compte d'Israël, enfin bref, avec des viols de gamins, enfin, bon, etc., sur la conscience, enfin, un type affreux, quoi. Hein. Et donc Guggenheim m'a dit il faut faire à tout prix quelque chose pour lui. Guggenheim qui appartient aux 13 lignées sataniques, dont parle Fritz Springmeier, les 13 lignées sataniques qui mènent le monde. Il a dit il faut faire à tout prix quelque chose, donc ils lui ont donné, ils ont donné son nom à un cratère de la face cachée de la Lune. Caché. Voilà. Si tant est que bon, voilà. Il y a aussi le docteur Kent Ovins qui a été emprisonné aussi pour ses recherches. Il a fait 7 ans de prison, oui. Qui lui aussi a vu pas mal de choses. Alors Kentovin a cette particularité, effectivement, c'est un scientifique, et donc il évangélise tous les États-Unis avec des grandes conférences. Donc je parlais de grandes conférences à l'américaine à propos de DMX. Là, c'est exactement la même chose. Bon, il remplit pas des stades, mais quand même, ce sont quand même des centaines et des centaines de personnes qui sont présentes pour ces exposés, où il explique très clairement que la Terre a 6000 ans et pas 4 milliards d'années. On a toujours cru que la Terre avait 6000 ans jusqu'à la Révolution française. On croit qu'elle a 4 milliards d'années à partir des années 1960. Donc il explique tout ça, il explique que le darwinisme est un gros mensonge, il explique que depuis que le darwinisme est là, est expliqué, les gens perdent la foi, ne savent pas d'où ils viennent, ne savent pas où ils vont, donc il y a une explosion des divorces, explosion de la criminalité, etc. etc. Et donc comme il convertit, il dérange, on le met en prison, tout simplement. C'est ça. Donc lui c'est un grand créationniste américain, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est le pourquoi ils ont disparu. Alors on peut appliquer ça peut-être au divin, c'est-à-dire qu'en fait ils ont été punis, ces géants, pour leur connaissance. Oui, c'est une interprétation. Pour avoir eu une connaissance trop avancée, c'est un peu comme Adam et Ève, quoi, la pomme, de sorte. La pomme c'est un animal, c'est jamais mentionné dans la Bible, Oui. ça il faut le dire. Oui, on le pense, oui, quand on... Parce qu'ils sont tous disparus d'un coup, que ce soit l'île de Pâques, que ce soit, oui, tout à fait. que ce soit les Mayas. Oui, ils disparaissent tout d'un coup, c'est-à-dire qu'ils sont certainement porteurs d'une connaissance. Alors les gens, comment apparaissent-ils? Ça je l'explique par rapport à Saint-Augustin. D'ailleurs, Saint-Augustin dit que la tour de Babel a été construite par un géant qui s'appelle Nébrod. Donc on voit bien que les géants sont au cœur d'une certaine connaissance. Et on est avec les géants, avec l'histoire de l'Atlantide, dont le roi
Poséidon, et dont il y a tout lieu de croire effectivement que Poséidon est un géant. Donc on voit bien que nous sommes à la croisée des chemins de connaissances extraordinaires, de civilisations extraordinaires et de géants. Et repris justement par le complexe militaro-industriel. Bien entendu, parce que C'est ça, tous en ces fait, gens à c'est l'heure un actuelle parallèle justement. travaillent Pour eux, c'est très l'histoire. sérieux justement. Oui, Mais en mettant en avant justement l'évolutionnisme, de manière à camoufler les vraies recherches. voilà, oui, Toujours. tout à fait. C'est toujours de la même façon qu'ils procèdent, quoi. Et, D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve. Hein, je n'ai plus le nom exact de ce temple en Égypte, mais bon, qui est interdit au public. On retrouve des dessins de sous-marins, d'avions, donc qui datent de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Il y a aussi le dessin d'un oiseau lorsqu'on le met en soufflerie. C'est sur du balsa. Ça date de 1000 ans en Égypte là aussi. Et on se rend compte que ce n'est pas le dessin d'un oiseau comme on a voulu le prétendre, mais le dessin d'un avion tout simplement. Donc les avions étaient certainement connus plus de 1000 ans avant Jésus-Christ en Égypte. Donc quand on va mettre sur le compte, on va dire, de Léonard de Vinci, le dessin des premières ailes ou autre, je pense que la véritable histoire, c'est que ces gens sont des initiés, entre guillemets, aux loges, et que les loges, du moins, pas dans les premiers grades, parce que les francs-maçons ne savent rien du tout, mais on va dire dans la supramaçonnerie, il y a une connaissance de l'histoire de la Terre, et effectivement, à partir de ça, ces gens font des recherches sur ce qui a réellement existé, et mènent par la suite, donc, à partir de ces recherches, des avancées technologiques. Et certainement, hein, par rapport aussi à l'interrogation d'entités interdimensionnelles. c'est ça. Et d'ailleurs, des murs sans ciment, des murs avancés, des technologies qu'on ne peut même pas reproduire, soit à des niveaux de pyramide, à des niveaux. C'est ça qui est intéressant, c'est justement l'avancée technologique où l'homme, en fait, on dit qu'il était arrière, alors qu'en fait, il était plus avancé que nous à l'époque. Oui, oui, mais ça, là, on rejoint un peu le ressentisme. Frédéric Soddy, SO2DY, hein, bon, qui est prix Nobel de chimie en 1921, dit que l'Atlantide, les gens de l'Atlantide ont comment dirais-je, une technologie qui est supérieure à la nôtre. Et c'est ce qu'on remarque, par exemple, bon, si tant est que les pyramides de Bosnie existent et seraient les plus grandes au monde, en tout cas, les pyramides qu'on essaye de cacher, celles de la plaine, des pyramides blanches, des plaines du Quinchuan, voilà, dans le nord de la Chine, montrent une étanchéité, montrent qu'il y a une source de lumière qui ne pollue pas, etc., qu'il y a des technologies qui sont très connues. Donc, et ensuite, oui, ça, je voulais le mentionner tout à l'heure, il y a un littéraire, donc un critique littéraire irlandais, prix Nobel de littérature en 1925, et Bernard Shaw. Bernard Shaw dit, dans ces années-là, hein, il dit: nous sommes dans une ère de superstition, et l'homme du XXe siècle est plus superstitieux que l'homme du Moyen-Âge. Ça rejoint exactement une chose, c'est qu'on a raconté n'importe quoi sur le Moyen-Âge, qui n'est absolument pas le Moyen-Âge, mais un âge élevé. On peut parler du ressentisme. Oui, mais ça, c'est pas. C'est autre chose. C'est autre chose. Pierre d'Ortiguier en parlait. C'est pas mon domaine. Mais on est dans une période où l'homme, on appelle le Moyen-Âge, est beaucoup plus intelligent que l'homme d'aujourd'hui. Alors ça, c'est une réflexion qui a été donnée par certains scientifiques, dont je n'ai pas le nom. Mais Bernard Shaw, en tout cas, dit nous sommes au XXe siècle dans une ère de superstition supérieure à celle de l'homme du Moyen-Âge. Et ça se comprend. Il faut regarder aussi comment ont été construits les cathédrales ou autres, l'intelligence qu'il y a là-dedans. Par exemple, dans le vitrail, il n'y a pas de perte de lumière ou autre. Ce sont des choses qu'on ne sait pas reproduire aujourd'hui. Et on en vient à ce sujet, hein, qui est tout à fait passionnant aussi, c'est que l'homme qui suit Dieu suit la lumière du ciel.
à une période où on parle d'énergie, ça ne veut rien dire. Là, on est dans l'énergie surnaturelle, c'est-à-dire l'énergie du Christ, l'énergie de la Trinité, si on peut prendre un terme qui est galvaudé comme ça, notamment par les courants ésotériques. De toute façon, les courants ésotériques ne font que reprendre des vérités qui falsifient, mais nous sommes au cœur, effectivement, de la religion, au cœur du catholicisme, et on voit bien que c'est le catholicisme, une fois de plus, et ça je le démontre avec l'île de Pâques, qui a la connaissance de toute l'histoire, connaissance des Écritures, connaissance de la construction, par exemple, des statues de l'île de Pâques, entre autres choses. C'est le mystère de l'île de Pâques à la lumière du créationnisme. Voilà, Un oui. livre très intéressant aussi. Tu peux nous parler justement de Alors, ce livre-là. ça c'est un livre qui est plus récent, qui est C'est paru il y a 3 ans, je crois. Donc on doit être en 2016. J'explique effectivement que les Moai ont une structure, on va dire, qui est enterrée. Et que ça, ce n'est pas découvert en 2015, comme on veut bien nous le faire croire, mais c'était découvert plus de 100 ans avant. Avec des pyramides dessous. Alors, pourquoi les Moai, il y a un mystère tout autour, mais tout simplement parce qu'on remarque que les Moai sont rarement droits, ils sont culbutés, à moitié renversés, recouverts par des sédiments, mais tout simplement parce que l'île de Pâques, c'est le résultat du déluge, donc plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, et si on reconnaît le déluge, c'est comme avec l'arche de Noé, où Nicolas II, l'empereur, avait fait donc des recherches sur l'arche de Noé. Ça renvoie effectivement à l'histoire de Dieu, à l'histoire de la terre, la vraie histoire de la terre, à l'histoire de la Bible. Et il est hors de question effectivement de ramener l'homme à Dieu. Donc c'est pour ça que ces choses on les nie. Et Nicolas II, quand il fait il y a 8 scientifiques qui partent sur le mont Ararat, qui est aujourd'hui en Turquie. Il y en a un seul survivant. Les autres ont été tués par les bolcheviks. L'expédition avait dû être arrêtée justement. Donc l'île de Pâques, c'est exactement la même chose. Les prêtres savent lire les hiéroglyphes, même l'évêque de Tahiti. Et ça, il est hors de question que ça se sache. On dit que les rongo-rongo, ces fameux bois qui retransmettent les écritures, ne sont absolument pas, on ne connaît absolument pas donc l'écriture pasquane. Donc c'est complètement faux. Il y avait des pères de l'Église qui savaient très bien les lire. Il y a tout un mystère que l'on a fait naître autour de l'île de Pâques qui, là encore, qui ne mérite pas, je dirais, ce voile. Il n'y a pas de mystère autour de l'île de Pâques. Concernant la pyramide de l'île de Pâques, alors il est exact que l'île de Pâques est sur une ligne droite qui fait Gizeh, donc la grande pyramide d'Égypte, Nazca, et d'autres lieux où on trouve des pyramides. Donc l'île de Pâques est sur cette ligne droite. Et c'est le Smithsonian Institute, dans les années 1890, qui fait une reproduction d'une pyramide sur l'île de Pâques. Donc c'est tout à fait intéressant parce qu'en plus c'est le second qui découvre l'île de Pâques. On est en 1774 ou 72, enfin bon, 1774. C'est un capitaine espagnol. Alors de mémoire, il s'agit de Fernando y Aido, qui explique qu'il y a des pyramides sur l'île de Pâques. Et ça, c'est repris dans les années 60 par le président de l'université d'archéologie de Paris, qui parle de cela. Donc tout ça, c'est marqué dans mon livre sur les géants. Je ne me souviens pas de tous les noms, malheureusement. Mais ce qui est très bien dans ta démarche, c'est que tu cites précisément tous les noms, les personnes, c'est très carré, comme ça, on sait que c'est la vérité. Donc en tout cas, pour l'histoire des pyramides de l'île de Pâques, ce qui est intéressant pour cette recherche-là, pour cette réflexion, c'est que les statues de l'île de Pâques ont été enfouies, puisqu'on ne voit que la tête, et elle est donc sur une ligne droite où il y a plusieurs pyramides. Et ensuite, donc, il y a des gens, un espagnol, donc le second à découvrir cette île-là, qui prétend avoir vu des pyramides, et des universitaires de qualité qui parlent de la même chose, on va dire, et un dessin
du Smithsonian Institute des années 1890. Donc voilà, on ne veut pas dire que l'île de Pâques, là aussi on ne veut pas parler des mystères, des vrais mystères de l'île de Pâques, parce que ça ramène à Dieu, y compris, c'est un certain Clifford, qui est un archéologue créationniste, qui dit qu'il aurait fallu une année pour 6 hommes pour tailler seulement une tête d'un moaïde, d'une statue de l'île de Pâques, sachant qu'aujourd'hui on dénombre plus de 1040, plus de 1050 statues. Donc c'est qu'il y avait une technologie qui était certainement une technologie des Atlantes, qui était bien plus, je dirais, élevée que la technologie d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même avec du laser, on n'arriverait pas à tailler cette roche qui est très dure. Et pourquoi est-elle très dure? Donc ça, je tire les sources de cette sainte, notamment du Moyen-Âge, donc du XIIe siècle, Hildegarde, qui dit que la terre avant le déluge est particulièrement dure. Donc c'est pour ça certainement que le moaï, la statue, est particulièrement dure. Et c'est aussi, je prends aussi je peux pas me baser scientifiquement sur la source d'une sainte. Je prends aussi les références d'un professeur d'archéologie à ce sujet-là, qui dit exactement la même chose, et qui est créationniste, c'est-à-dire que c'est un professeur d'archéologie, de géologie, pardon, qui croit en Dieu et qui croit en la Terre, des 6 milliards de la Terre, voilà, à une Terre jeune. Et par rapport justement à la Terre creuse, quel est ton avis par rapport à ça? Moi, je n'y crois pas. Pour moi, la Terre, il y a de fortes chances que la Terre soit piriforme, c'est-à-dire en forme de poire, comme dit justement Fernand Crombette, c'est-à-dire qu'elle est plus plate que ronde, et c'est comme ça qu'elle a été tellement écrite ou décrite dans la Bible. Beaucoup de gens se moquent de la Bible aujourd'hui. Par exemple, il y a une chose très intéressante, c'est que la Bible, depuis, on va dire, presque 5000 ans, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, explique que le lièvre est un ruminant. Et on se rend compte, en tout cas il y a bien plus de 2000 ans, que la Bible écrit, voilà, on va dire les choses comme ça, que la Bible écrit que le lièvre est un ruminant. Et la science est toujours moquée de ce passage, et la science s'est rendue compte de l'inhérence, de l'authenticité de la Bible au sujet du lièvre dans les années 1950, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années après. Mais là, ça renvoie encore à une chose, c'est-à-dire que c'est ce qui est écrit dans la Bible. L'homme qui est croyant, l'homme de Dieu, l'homme de la Trinité, est éclairé. Tout à fait simplement. Et d'ailleurs, même les travaux de Darwin au tout début n'étaient pas du tout. Ne s'y intéressaient pas. Même l'université les rejetait. C'était rejeté, c'est-à-dire que même la librairie du musée d'histoire naturelle de Paris avait refusé donc l'entrée de ce livre. C'est un livre qui s'était vendu à quelques centaines d'exemplaires en plusieurs années. Il a fallu attendre Karl Marx pour qu'il en fasse la publicité, tout simplement pour sa politique. Et là encore une fois, Karl Marx est un sataniste qui est un adorateur de la... Ça c'est écrit, c'est un pasteur américain, un pasteur Wurmbrandt, qui écrit ça dans les années 1950-54, qui a été en prison donc dans la Roumanie communiste, et qui explique que Marx est un sataniste qui adore la princesse Chilo. Il explique tout ça dans un livre qui s'appelle Marx et Satan. Bien entendu, franc-maçon, franc-maçon à souhait. Le communisme, de toute façon, était instauré en Chine, de manière ensuite à l'instaurer en Russie. Oui, mais par rapport au darwinisme, on a instauré le darwinisme, on a fait les premières traductions du darwinisme dans les années 1890 en chinois, de telle manière à permettre, 50 ans après, l'instauration du communisme. C'est-à-dire que pour que le communisme existe, il faut tout simplement une destruction des repères, une destruction des intelligences, destruction des véritables résistances pour permettre le communisme, tout à fait simplement. Voilà, et aussi de mettre des planètes très très loin, donc on regarde des extraterrestres très loin, ou des périodes très anciennes, de manière à
faire oublier, nous perdre. Oui, c'est-à-dire on est dans l'argument, l'argument l'argument de force, on va dire, ou d'autorité, où c'est un scientifique payé par qui il faut, qui affirme, et bien voilà, par exemple au-delà d'Uranus, il y a une ceinture de planétissimo où les comètes passent et peuvent se régénérer. Et quand on a envoyé des sondes, on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais eu ce genre de choses. Et c'était Carl Sagan, c'est ces gens enfin bon, qui appartiennent au sérail, qui balancent ce genre de spéculation, de mensonges qu'on ne peut pas vérifier. Et c'est là où Bernard Shaw, donc là, ce prix Nobel de littérature, dit nous sommes dans l'ère à l'heure actuelle, à la fin du 19e, début 20e siècle, même jusqu'au début 21e, on peut dire, hein, nous sommes l'homme moderne et l'homme des superstitions. Alors ça fait mal parce que l'homme aujourd'hui se croit super intelligent, alors en fait c'est complètement l'inverse. Hein. Mais oui, mais toutes les recherches sur les géants étaient faites depuis très longtemps. Enfin, même des gens comme Guy de List, tu connais, a fait des recherches là-dessus. Oui, mais bon, moi je cite surtout Atanis Kircher, hein, qui était archéologue, etc., qui parlait 29 langues, comme tu l'as souligné, et qui fait une classification des géants. Donc là, on peut rejoindre aussi pédosatanisme et franc-maçonnerie, puisque, bon, c'est ton livre aussi, on peut rejoindre un peu tout ce sérail. Tu peux nous parler un peu de Alors, ce livre-là? pédosatanisme et franc-maçonnerie, oui, parce que là on parle d'une science qui est dirigée, on va dire, par des satanistes qui dirigent le monde, la supramaçonnerie, qui dirige même les loges maçonniques, à partir de loges secrètes. Euh, oui, on est dans ce qu'affirment certains maçons comme Alban Shelley ou d'autres en 1925. La franc-maçonnerie est satanique. Et d'ailleurs, à l'époque de Vichy, quand on interdit la maçonnerie, il y a des gendarmes. Ça, c'est Jacques Ploncard-Dassac qui en parle dans un de ses livres, qu'en 1941, dans la ville de Béziers, voilà. Il y a une loge voilà, qui est investie par les forces de l'ordre, qui à l'époque faisaient bien leur travail. Et on découvre le cadavre d'une fillette. Hein. Ce sont des choses qu'on a vues plusieurs fois sous Vichy. Comme donc Benjamin Franklin. On rejoint Benjamin Franklin. Exactement. Qui sous sa maison, quand on refait un rafraîchissement, on va dire 200 ans, plus de 200 ans après. Donc là, on est dans les années 2000, hein, c'est même le journal Time qui en parle. On découvre des cadavres dans les fondations de sa maison. Mais Benjamin Franklin, ça ce n'est pas un mystère, c'est le Time qu'il écrit dans les années 2010, qui dit qu'il appartenait au Hellfire Club, qui est un club satanique. Le problème, c'est que Franklin est le principal rédacteur de la Constitution américaine. Franc-maçon qui appartient aux loges des Neuf Sœurs, à laquelle appartenait aussi Voltaire, c'est-à-dire Voltaire qui est tant aimé par les gens de gauche, mais qui était un esclavagiste, un grand raciste et qui avait fait fortune sur le commerce des esclaves, et qui était franc-maçon. On rejoint Pike avec le coup de. On rejoint Pike, qui était 33e grade. On rejoint aussi Aleister Crowley, qui était un grand sataniste qui, dans les années 20, sacrifiait plus de 100-150 enfants par an, et qui, dans le livre Confession, affirme qu'il est 33e grade. Voilà, exactement. 33e grade de la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie est satanique. Ça, c'est ce qu'écrit Weishaupt. C'est ce qu'écrit Weishaupt, celui qui a créé les Illuminati de Bavière en 1776, le 1er mai. D'ailleurs, tu as été à Ingolstadt, sur place, oui, pour enquêter. Et c'est ce qu'écrit aussi, Justin, donc Weishaupt et dans Morals and Dogma, Pike. Ils disent que la franc-maçonnerie est satanique. Hein. Il y a une adoration de Satan, mais que ce mystère est caché aux petits francs-maçons. Alors oui, j'ai notre moyen est la science. Voilà, notre but est la religion. Voilà. C'est-à-dire que par la fausse science, ça c'est Crowley qui le dit, donc sataniste, par la fausse science, il faut amener l'homme à se détourner de Dieu. Ben, ça rejoint les évolutionnistes. J'étais à Ingolstadt, oui, j'étais très surpris, et il y avait beaucoup de choses qui m'ont intéressé. J'ai vu par exemple que le siège des Illuminati, c'est bon. C'était une synagogue juste après. Ah oui, d'accord. pour rejoindre les deux. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand
cet ordre a été dissous parce qu'il y avait le prince de Bavière qui a fait enquêter sa police. Ils ont enquêté chez von Zweig, notamment qui était l'avocat des Émile de Bavière. On a découvert des objets de voyance, plein de choses comme ça, des trucs sataniques ou autres. Enfin bon, quantité de choses comme ça, oui. Ludwig aussi, tu as enquêté sur son assassinat, sans doute par les Oui, Rothschild, alors ça qui était c'est très catholique oui, en Bavière. qui dérangeait. Donc Ludwig, Louis II de Bavière, oui, qui ne s'est jamais suicidé, qui a été certainement assassiné parce qu'il dérangeait les desseins d'une Allemagne que l'on voulait mettre à genoux devant la Prusse. Donc créer une Allemagne protestante, et lui qui était très catholique, donc dérangeait, gênait ces dessins-là. Et d'ailleurs, il a été assassiné la 111e année, donc ça c'est la numérologie, après la fondation des Illuminés de Bavière. Les Illuminés de Bavière, c'est 1776, donc sa mort c'est 1887. Où il y a beaucoup de choses qui sont très gênantes autour de sa mort. Il se noie, on va dire, presque sur une flaque d'eau, là où il y a très peu d'eau. On rejoint JFK, la numérologie secrète, il a été assassiné le 22 novembre 1963. Rue de l'Homme Sanglant. Oui, c'est ça. Bloody Elm Street, qui est l'ancien nom donc, de la place où il a été assassiné, sur le 33e parallèle, qui sont des signes, des chiffres de la haute maçonnerie, donc le 11 et ses multiples, et c'est là où était la première loge maçonnique à Dallas. Et d'ailleurs, il y a des photos qui montrent que le père Bush était présent à Dallas ce jour-là. Et c'est le seul Américain qui ne savait pas ce jour-là, le jour de l'assassinat de Kennedy, c'est le seul Américain qui ne sait pas ce qu'il avait fait. On peut rejoindre aussi une élite sataniste, dirige le monde. Tu parles justement aussi de la Kabbale, de ce genre de choses. Oui, c'est un livre qui rejoint un peu de satanisme et franc-maçonnerie, pour dire tout simplement que le monde qui nous dirige, c'est un monde anti-catholique, donc comme il n'y a pas de neutralité, c'est un monde qui est satanique, que ces élites pratiquent la magie noire, les sacrifices humains, comme le montre encore une fois l'affaire du trou, comme le montre, ça il faut le dire, l'actualité du Vatican. On est en plein dans les prophéties de la Salette, de la Sainte Vierge, donc 12 ans avant Lourdes, en 1846, la Salette apparaît, disant que Rome, puisque le Vatican n'existe pas, Rome sera le siège de l'Antéchrist, et on sait très bien que c'est ce qu'explique le fils spirituel de Padre Pio, Don Luigi Villa, qui était au service de ce renseignement du Vatican, qui est mort, je dirais, il y a presque 10 ans, à l'âge de 94 ans, qui avait créé en 71 donc Chiesa Viva, et qui a été formé par Padre, donc qui est le fils spirituel de Padre Pio. Et lui dit effectivement qu'au Vatican, il y a des crimes rituels qui impliquent des papes, et c'est ce que montre aussi, lorsque Paul VI est institué pape en 1963, il y a une double messe noire qui est relayée par téléphone, où tout est en noir, l'hôtel est en noir, etc. Une gamine est violée, certainement assassinée aussi. Donc c'est à la chapelle Sainte-Pauline, et ce qui est relayé avec une ville donc de Caroline du Sud, où on retrouve certainement aussi cet évêque, donc l'évêque... j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, qui, s'il avait été pape, aurait été le premier pape américain. Donc il avait été institué par Jean-Paul II, et donc cet évêque-là aurait été présent même à cette messe noire en Caroline du Sud. Qui Jean-Paul II décoré d'ailleurs. C'est Jimmy Savile, de l'ordre de Saint-Grégoire en 1990, qui violait les cadavres dans les hôpitaux. L'évêque en question aux États-Unis, donc c'est l'évêque de Chicago, c'est Monseigneur Bernardin. D'accord. Voilà. Très bien. Il y a aussi la science du XXe siècle. Donc, ça, je ne l'ai pas écrit. Je l'ai réédité. Donc c'est un livre qui explique le monde tel qu'il était, c'est-à-dire que par exemple avec des choses tout à fait intéressantes, où on se rend compte que jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, il y avait des rois dans le monde qui célébraient le déluge. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Kardec.
exactement, qui est ingénieur de génie atomique, qui est décédé donc, il y a 2 ou 3 ans. Et donc là, tu as ton dernier livre, Le pouvoir de Satan, donc, Oui, lié à tout ce qui est les possessions, et donc par rapport aux enfants, par rapport aux animaux même qui se transforment. Tu peux nous parler un peu de ce dernier livre. Tu en as ton 15, 16e 15e livre. 15e 15e livre. D'accord. Voilà, 15e livre. Alors ça, c'est le second livre que je traduis d'un prêtre, un très grand prêtre allemand des années 1920-1930. C'est l'abbé Spirago. Mhm. Le premier livre que j'avais traduit donc euh, de lui, donc c'était aussi sur la démonologie, etc. C'était sur l'Antéchrist, voilà. Ouais. Le titre c'est l'Antéchrist et les Juifs. Mhm. Et là, le dernier livre, bah, c'est celui-là, Voilà. Le pouvoir de Satan, qui est donc de l'abbé Spirago, qui explique effectivement les manifestations, les différentes manifestations du démon, qui sont des choses assez même très horribles. Mhm. Le démon qui peut prendre différentes formes. Différentes formes. Voilà. Il peut se présenter sous du dirigeable aussi. Sur S'il toute veut. forme de choses, c'est-à-dire, par exemple, en Afrique, il y a un homme, un chef de tribu, qui enduit ses chevilles de boue pour marcher sur les eaux. Ou alors, des hommes qui se transforment en casoirs pour traverser la montagne en quelques heures. Bon, il y a plein de choses comme ça, voilà. Sur les sorciers qui se changent en animaux, tout ça aussi. Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, par la suite, tu travailles sur quel domaine là maintenant? Peut-être un prochain livre. Je dis jamais sur quoi je travaille, D'accord. mais ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire la défense de l'Église catholique traditionnelle, la dénonciation d'un monde démoniaque, effectivement, qui fait tout effectivement pour rendre l'homme esclave. Mhm. D'accord. Si tu as un dernier message à faire passer. Oh, ben, c'est toujours le même message, c'est-à-dire que l'homme doit retrouver le chemin de l'Église, euh, parce que l'Église catholique et l'Église des miracles, c'est la seule religion qui soit une religion des miracles, et que l'homme sur terre pour gagner son salut pour l'éternité, il n'y a pas d'autre mission pour l'homme. Donc l'homme doit rejoindre absolument l'Église catholique traditionnelle et pas une autre religion. Merci beaucoup Laurent pour toutes tes Merci Mike, précisions. merci. Ça m'a fait C'était plaisir. instructif, oui. Voilà, très bien. Merci. On a fait 1h02.